Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Point d'actualité sur les crises en cours. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien en me mettant un petit pouce, s'il vous plaît? Super, merci. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation. Nos experts y répondront en fin de session. Et s'il arrive que vous ayez des problèmes de son, vous pouvez aussi vous connecter avec votre téléphone via le numéro qui est indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. Alexandre, Béatrix, Michel, à vous la parole. Merci beaucoup Jennifer et bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je suis Béatrice Renaud, responsable sûreté. Bonjour à tous, Alexandre Mollet, je suis le responsable sécurité sur le plateau opérationnel de Paris. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Michel Isidore et au risque d'être un peu répétitif, je suis responsable sûreté. Voilà, alors nous avons dû modifier quelque peu l'agenda pour vraiment refléter vos préoccupations principales et surtout l'actualité la plus récente. C'est pour cela que nous commencerons par vous faire un rapide point de situation sur l'escalade entre l'Inde et le Pakistan. Ensuite, on abordera le sujet des contrôles renforcés aux frontières américaines avant de faire un point sur les différentes crises au Moyen-Orient. Et on terminera par un point de situation sur la RDC et notamment un retour terrain suite à la mission d'Alexandre sur place. Michel, à toi de jouer. Merci Béatrix. Alors, donc l'Inde-Pakistan n'était pas prévu initialement au programme, mais vu l'actualité, on s'est dit qu'il fallait en parler un petit peu. Donc nécessairement, on va devoir faire vite pour tous nos sujets. Donc évidemment, n'hésitez pas à tout moment à nous appeler ou à nous envoyer des emails si vous voulez plus d'informations ou que nous fassions des briefings oraux au téléphone avec vous. Voilà. Donc pour l'Inde-Pakistan, on va commencer par un rappel des faits, parce que voilà, il faut comprendre pourquoi est-ce que la situation a dégénéré aussi vite, mais pourquoi aussi est-ce qu'elle s'est calmée aussi vite. Donc tout commence le 22 avril par l'attentat de Pahalgam. Donc c'est une localité dans le Cachemire. Donc comme vous le savez, le Cachemire est une région qui est contestée par l'Inde, le Pakistan et la Chine, et aujourd'hui essentiellement par l'Inde et le Pakistan. L'Inde étant le pays qui détient qui contrôle la plus large partie du Cachemire à l'heure actuelle. Donc le 22 avril, il y a un groupe terroriste, le Lashkar-e-Taiba, qui est basé au Pakistan, qui va venir assassiner 26 personnes, 26 touristes sur le territoire du Cachemire indien. Donc à ce moment-là, l'Inde va accuser le Pakistan d'avoir laissé les terroristes commettre cet attentat. Et donc dans les jours qui vont suivre, on va avoir une escalade verbale, une escalade également sécuritaire, puisqu'il va y avoir des escarmouches transfrontalières de part et d'autre des lignes de contrôle au Cachemire. Et finalement, le 7 mai, l'armée indienne lance l'opération Sindoor. Donc, l'armée de l'air indienne lance 9 frappes en territoire pakistanais. Elle commence donc le conflit militaire qui s'engage entre le Pakistan et l'Inde. Le lendemain, le Pakistan contre-attaque. Le surlendemain, l'Inde et le Pakistan se tirent dessus mutuellement à coups de drones, d'artillerie, etc. Frappe aérienne évidemment. Et le 10 mai, le Pakistan lance à son tour son opération militaire spéciale pour neutraliser les sites de lancement de missiles en Inde. Et finalement, le soir même, le 10 mai à 17h, les deux parties en lice signent un cessez-le-feu. Alors, pourquoi un cessez-le-feu si rapidement? Parce qu'en réalité, la situation a escaladé un peu trop rapidement au goût des deux protagonistes. Aucun des deux n'était en réalité encore prêt pour une confrontation militaire de cette ampleur. L'Inde a voulu faire le 7 mai une démonstration de force qui finalement s'est avérée relativement décevante. Plusieurs matériels de pointe ont été détruits par des matériels de bien moindre qualité pakistanais. L'opinion indienne elle-même ne s'est pas montrée aussi mobilisée que ce que les autorités ont pu espérer. Donc il y a eu une espèce de volonté de part et d'autre finalement de vite arrêter cette escalade qui ne bénéficie à personne. Pour autant, pendant cette petite semaine d'escalade, on a pu assister quand même à une réelle, comment dirais-je, régionalisation de l'escalade, puisque 32 aéroports civils ont été fermés en Inde, l'espace aérien pakistanais était fermé également. Bref, la situation a commencé à vite dégénérer. Pour autant, International SOS a réussi à rester mobilisé pendant toute cette période. Donc on a conduit à peu près une dizaine d'évacuations par voie aérienne, via des charters notamment, et par voie terrestre. C'est essentiellement des relocalisations depuis l'Inde et le Pakistan au sein de ces pays mêmes. On a également publié à peu près une centaine d'alertes, dont une vingtaine de special advisory, donc autrement dit les alertes qui activent chez vos collaborateurs et chez vous des notifications spéciales pour s'assurer que vos collaborateurs vont bien ou pas.
Et voilà, donc on a réussi à garder le contrôle pendant cette crise. Et aujourd'hui, on estime que au Pakistan comme en Inde, les déplacements peuvent reprendre comme avant, c'est-à-dire de manière générale dans l'Inde sans problème, sauf les régions frontalières du Pakistan et le Cachemire indien. On estime que seuls les déplacements essentiels peuvent avoir lieu, et idem au Pakistan où seuls les déplacements essentiels peuvent avoir lieu dans tout le pays. Voilà pour la partie Inde-Pakistan. Et je laisse donc maintenant la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Michel. Alors, changement de sujet, changement de continent. On vous propose de faire un point sur les contrôles renforcés aux frontières américaines, qui a suscité chez nombre d'entre vous de réelles préoccupations et à juste titre. Donc, on souhaitait vous apporter ce matin des éclaircissements sur ce sujet ainsi que les recommandations concrètes pour limiter au maximum des inconvénients éventuels. Donc, faisons un état des lieux et surtout regardons quelles sont les réalités lors du passage de la frontière américaine. Effectivement, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir le 20 janvier dernier, des visiteurs étrangers subissent des contrôles accrus aux frontières américaines, que ce soit les frontières aériennes, donc au niveau des aéroports internationaux, ou que ce soit au niveau des frontières terrestres, et que ce soit des rapports médiatiques, des expériences vécues par notre propre personnel international SOS ou bien par vous-même, un certain nombre de nos clients, nous ont été remontés effectivement ces contrôles renforcés à l'arrivée, voire de réelles difficultés qui peuvent prendre la forme en fait d'interrogatoires supplémentaires, de détention temporaire, voire de refus d'entrée sur le sol américain. Donc c'est effectivement un sujet de préoccupation dès lors que l'on envoie régulièrement des voyageurs vers les États-Unis, dès lors que l'on y a des opérations. Donc, pour autant, la réalité est que les modalités pour entrer sur le sol américain sont inchangées. Il n'y a pas eu de communiqué spécifique de la douane et de la protection des frontières, donc c'est le US Customs and Border Protection, donc le fameux acronyme CPB, qui fait état d'un changement lié aux modalités d'entrée des étrangers sur le sol américain. Par contre, ce qu'il y a eu, et je vous en ai mis un extrait en bas à droite de l'écran, c'est un décret exécutif qui date du 20 janvier, donc de l'arrivée de Trump au pouvoir, qui est très large en soi, qui ne vient pas modifier les modalités d'entrée sur le territoire américain, mais par contre qui appelle les fonctionnaires, les agents de sécurité à renforcer les contrôles à ces frontières. Donc aujourd'hui, on n'a pas de données fiables, on n'a pas suffisamment de recul sur la chose pour véritablement qualifier la tendance, et surtout de manière anecdotique et à l'appui donc de cet décret exécutif. Mais ce qui semble avoir effectivement changé, ce sont non pas les règles, mais l'application de ces règles, ce qui marque un vrai changement culturel, si ce n'est politique. Et c'est donc cette application stricte des règles préexistantes dans le cadre d'une politique de vérification maximale, donc instaurée par la nouvelle administration Trump. Donc, je voulais aussi en profiter pour vous rappeler comment se passe le contrôle effectif au niveau des frontières. Tout voyageur, qu'il soit de nationalité américaine ou de nationalité étrangère, en arrivant sur le sol américain, sera nécessairement confronté à une première inspection. Donc, c'est en somme un contrôle de votre identité, un contrôle de votre nationalité et éventuellement une ou deux questions pour confirmer quel est l'objet, quelle est la durée de votre séjour sur le sol américain. Dans une très petite proportion de cas, en tout cas en 2024, c'était dans 3% des cas, les voyageurs peuvent être soumis à ce qu'on appelle une seconde inspection. Et là, c'est dès lors que l'agent estime qu'il y a un certain nombre de sujets à élucider ou de questions supplémentaires à vous poser, ou alors que vos documents de voyage ne seraient pas tout à fait en règle, ou alors que vous avez été condamné sur plan civil ou pénal par le passé, autant de motifs qui peuvent faire l'objet en fait d'une seconde inspection. Sachant que cette seconde inspection, elle est tout à fait à la discrétion de l'agent, donc voilà, il peut le décider sans motif conséquent et donc vous contraindre à cette seconde inspection. Je rappellerai aussi que c'est véritablement le CPB qui décide de votre entrée effective sur le sol américain.
Donc votre ESTA ou votre visa vous permet un accès jusqu'au point d'entrée, donc jusqu'à ce premier filtre de contrôle. Donc c'est une nuance importante, hein. C'est pas parce que l'on a un visa ou un ESTA que l'entrée est garantie. Alors bien sûr, la proportion de personnes qui ne rentrent pas reste très très faible, mais voilà, il est important d'avoir cela à l'esprit, et c'est donc le CPB qui fait cet arbitrage final. Sachez aussi que si vous êtes en transit via les États-Unis, donc c'est-à-dire si les États-Unis ne sont pas votre destination finale, vous êtes soumis exactement au même parcours, à la fois le parcours voyageur, le parcours du passage de la douane, et donc aux mêmes documents administratifs qui doivent être obtenus en amont. Et donc, en raison de ces contrôles renforcés, il y a effectivement eu quelques cas relativement médiatisés, donc ce qui a aussi mis en lumière ce sujet, mais je pense à des cas de ressortissants anglais ou allemands qui ont fait l'objet de contrôles allongés sur plusieurs heures, voire même sur plusieurs jours, et les ministères des Affaires étrangères anglais et allemands ont émis une mise à jour en fait de leurs conseils voyageurs respectifs pour alerter sur le fait que les contrôles étaient effectivement renforcés et voilà, et qu'il convenait en tout temps de s'assurer d'avoir les bons documents valides pour traverser la frontière. Et puis il y a un autre sujet très récurrent sur lequel on est souvent interrogé, c'est sur l'examen des appareils électroniques. Encore une fois, des rapports médiatiques, des expériences vécues ont mis en lumière ce qui, de manière anecdotique, semble être une inspection, on va dire, accrue en termes de volume des appareils électroniques. Encore une fois, il est important de bien avoir à l'esprit que le CPB a tout à fait autorité à fouiller vos appareils électroniques, quels qu'ils soient, hein, à savoir vos smartphones, vos tablettes, vos ordinateurs portables, etc. Sur 420 millions de visiteurs en 2024, seuls 0,01% des voyageurs ont fait l'objet d'une fouille. Donc c'est quelque chose qui reste marginal. Aujourd'hui, on n'a pas encore les statistiques, on subodore que ce pourcentage sera en légère augmentation, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de systématique. Il y a deux types de fouilles qui peuvent être exécutées par les autorités. Ce qu'on appelle une fouille de base, donc c'est en somme une fouille manuelle de vos appareils électroniques. Dans 90% des cas, c'est le type de fouille à laquelle vous pouvez être sujet. Une deuxième fouille, qu'on appelle la fouille avancée, va consister en fait à connecter vos différents appareils électroniques à des équipements externes, ce qui permettra une analyse plus approfondie, qui permettra aussi la copie éventuelle de vos données. Et là encore, il faut savoir que refuser de donner accès à vos appareils électroniques ou bien refuser de donner vos mots de passe pour permettre aux agents d'accéder à vos appareils électroniques peut entraîner la confiscation de vos appareils, peut également entraîner peut entraîner le refus en fait de votre demande d'entrée sur le sol américain. Et on a eu le cas récemment, je suis certaine qu'il ne vous a pas échappé, d'un chercheur français du CNRS qui, au début du mois de mars, s'est fait refuser l'entrée justement sur le sol américain et principalement en raison de messages privés qui ont été découverts par les agents de la douane sur son téléphone, qui exprimait donc une opinion personnelle sur la politique menée par l'administration Trump en matière de recherche. Voilà, et son appareil a été confisqué avant qu'il ne soit renvoyé vers la France. Donc, c'est une réalité qui peut être à certains égards préoccupante, mais on tient aussi à vous assurer que si vous adoptez les recommandations assez basiques là, que je vais vous partager, votre expérience devrait tout à fait bien se passer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est important de bien connaître quelles sont les modalités d'entrée sur le territoire américain, de vous assurer que vous avez bien tous les documents qui sont requis, si vous avez besoin d'un ESTA, si vous faites partie, dont la France, un des pays qui sont exemptés d'un visa, et encore sous certaines conditions, ou bien si
vous avez besoin d'obtenir un visa type B2 auprès de l'ambassade ou du consulat américain. Assurez-vous aussi que votre passeport soit bien valable 6 mois après votre date de fin de séjour. Et comme d'habitude, et ça vaut pour toutes les destinations, faites bien des copies papier électroniques de tous vos documents, ce qui est une bonne pratique. Donc, comprenez bien les implications juridiques de vos documents de voyage et respectez scrupuleusement les conditions donc de votre visa ou de votre ESTA. Et puis quand il en vient à ce passage obligé d'interaction avec les fonctionnaires, les services de sécurité, voilà, qui peuvent être assez froids, ayez toujours une attitude calme, polie, respectueuse et en aucun cas ne pas fournir de fausses informations, ne pas mentir sur son motif de visite ou sur un passé quelconque. Voilà, c'est aussi une bonne pratique d'enregistrer les numéros de téléphone d'urgence, hein, que ce soit de votre manager, même le numéro d'International SOS. Le passage à la frontière est, voilà, par définition une zone où vos droits sont relativement limités. Sachez que notre bureau International SOS à Philadelphie a mis en place une équipe justement pour porter assistance à des personnes qui rencontreraient des problèmes au niveau des frontières américaines. Et nous avons eu à déployer du personnel, non pas pour intervenir lors des entretiens, hein, mais bien pour pouvoir apporter des éléments sur le statut d'un voyageur et surtout apporter des éléments donc à son organisation qui pouvaient être sans nouvelles. Donc voilà, c'est important. Et puis naturellement se garder d'exprimer toute opinion sur la politique américaine, tant de manière digitale que de manière verbale. En somme, tout ce que vous dites sur ou contre les États-Unis peut être utilisé contre vous. Des exemples l'ont démontré. Donc voilà, agissez bien en connaissance de cause. Et puis enfin, parce qu'il y a quand même un vrai sujet protection de l'information également, c'est donc de bien, enfin voilà, d'avoir conscience donc des différents appareils électroniques que l'on amène sur le sol américain et puis dans la mesure du possible de minimiser le nombre d'appareils que vous allez emmener avec vous, de respecter donc la législation locale en tout temps et donc les demandes officielles d'inspection que vous pouvez d'ailleurs documenter, hein, si cela vous arrive, donc prendre note de l'heure, du nom de badge sur l'agent, et puis voilà des différentes étapes de cette fouille. Et puis à votre retour, bien entendu, de faire vérifier vos équipements informatiques en cas de doute ou en cas de tout comportement suspect de votre appareil. Voilà. Donc malgré un contexte diplomatique qui se peut tendu entre les États-Unis et certains pays, y compris certains alliés, la situation à jour n'entrave pas la venue de ressortissants étrangers sur le sol américain à partir du moment où notamment la partie administrative et légale de votre entrée est parfaitement cadrée. Voilà. Michel, je te rends la parole. Merci Béatrix. Eh bien, nous allons voyager puisque nous allons parler de beaucoup de pays dans les 10 prochaines minutes. Alors, donc, 3 grands sujets principaux pour essayer de couvrir de façon pertinente l'actualité du Moyen-Orient. Nous allons d'abord parler évidemment de la guerre à Gaza et des implications régionales, Liban, Yémen, etc. Puis les troubles sociaux en Turquie, qui ont préoccupé beaucoup d'entre vous. Et nous allons parler évidemment du dossier syrien, où beaucoup s'interrogent sur le retour à la normale que nous aurions l'impression de constater dans le pays. Bien. Alors, premier sujet, donc, la guerre à Gaza, ses implications régionales. Merci. Donc, la guerre à Gaza, comme la carte de gauche vous le montre, continue. C'est-à-dire qu'il y a eu un cessez-le-feu le 19 janvier dernier. Pour autant, le 18 mars, Israël a repris sa campagne de bombardement sur l'enclave palestinienne. En parallèle, les troupes au sol ont continué de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Donc, vous pouvez voir sur la carte en hachuré, ce sont les zones où les civils ont été ordonnés de partir.
afin que l'armée israélienne prenne le contrôle de ces zones-là. Donc pour l'instant, on estime qu'à peu près 50% de la bande de Gaza serait contrôlée par l'armée israélienne et, euh, et voilà, ces forces-là empêcheraient les civils d'en revenir pour l'instant. Beaucoup de membres du gouvernement israélien font entendre la possibilité que l'armée israélienne puisse prendre le contrôle total de la bande de Gaza. Pour le moment, c'est un peu trop précoce pour pouvoir se prononcer dessus. En attendant, il est certain que les opérations à Gaza vont se poursuivre et qu'elles vont donc amener leur lot d'insécurité autour de la bande de Gaza et à travers le territoire israélien. Puisqu'en Israël, comme la carte de droite le montre, les frappes, enfin en tout cas les tirs de roquettes ou tentatives de tirs de roquettes se poursuivent. La plupart des roquettes tirées par le Hamas, qui opère encore dans la bande de Gaza, sont interceptées par le dôme de fer israélien. Donc chaque petit point rouge sur la carte représente une frappe de roquette ou une roquette interceptée dans les airs par le dôme de fer ou des appareils de combat israéliens. Donc la menace évidemment est bien moindre comparée à ce qu'elle avait été il y a encore à peu près un an, mais ça reste une préoccupation réelle, notamment dans les zones avoisinantes, adjacentes à la bande de Gaza, et évidemment Tel Aviv, la capitale, qui n'est pas loin de la bande de Gaza. Il y a évidemment un point à prendre en compte, c'est que le Hamas n'est pas le seul à frapper Israël. Le Hezbollah, j'en reparlerai après, c'est globalement dessus. En revanche, le Yémen, enfin notamment les Houthis basés au Yémen, continuent, eux, leur frappe sur Israël. Les États-Unis et les Houthis ont conclu un cessez-le-feu qui pour l'instant tient. En revanche, Israël et les Houthis n'ont pas signé de tel accord et les tirs réciproques, les frappes réciproques se poursuivent. Vous avez été nombreux également à nous contacter au sujet de la frappe Houthi réalisée à proximité de l'aéroport international de Tel Aviv. C'était effectivement tout à fait remarquable et exceptionnel dans sa nature historique. Plusieurs facteurs humains seraient à l'origine de l'échec des forces israéliennes à intercepter ce missile. C'est absolument rarissime, mais ça témoigne quand même de la crédibilité du risque que de telles frappes puissent se produire en Israël. Pour autant, ils sont suffisamment rares pour ne pas, pour ne pas représenter une menace généralisée, permanente sur le pays. Ensuite, le Liban. Le Liban, où nombre d'entre vous ont voulu reprendre ou ont repris leurs activités. La situation est un peu plus calme. Globalement, la dynamique est la même qu'à Gaza, c'est-à-dire qu'un cessez-le-feu est en place depuis le 27 novembre dernier. Il tient beaucoup mieux que Gaza. Cependant, Israël mène encore des frappes assez régulières dans le sud du Liban, mais également à Beyrouth. Donc c'est la carte de droite que vous pouvez voir. Les grandes zones rouges, ce sont les zones tenues par le Hezbollah, ou en tout cas où on sait que le Hezbollah règne en maître, et les petites explosions représentent évidemment les frappes israéliennes qui ont été conduites à Beyrouth depuis la déclaration de trêve, de cessez-le-feu. Donc on voit qu'il y a quand même des violations assez régulières. Le Hezbollah également a mené des attaques violant le cessez-le-feu. Elles restent toutefois mineures, rares, et n'ont pour l'instant pas remis en cause l'intégrité du cessez-le-feu. Avant de passer à la Turquie, il faut également rappeler que les tensions régionales restent encore palpables également en Cisjordanie, qui est donc l'autre territoire palestinien en plus de la bande de Gaza, où l'armée israélienne mène des grandes opérations contre des petites milices armées qui opèrent dans la zone. Ça représente un risque crédible pour les voyageurs sur place. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte, même si l'actualité, les médias sont surtout concentrés sur Gaza. Il y a également une insécurité rampante en Cisjordanie. Et enfin, juste pour conclure, l'Iran, en revanche, s'est retiré des tensions régionales. L'Iran est actuellement engagé dans des pourparlers avec les États-Unis au sujet du dossier nucléaire iranien. Donc, pour le coup, ce n'est plus vraiment pour l'instant un sujet, celui de tensions entre Israël et l'Iran, comme ceux qu'on a connus il y a maintenant un peu plus d'un an. Maintenant, passons à la Turquie. La Turquie, donc, pour reprendre, tout commence le 19 mars. Ou en tout cas, le climax de notre activité commence le 19 mars, où la police turque arrête le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ainsi qu'une centaine de ses proches collaborateurs. Les raisons de cette arrestation sont multiples. Soutien à une organisation terroriste, le PKK, financement illégaux, etc. Bon, beaucoup d'arguments. L'opposition, il voit évidemment une tentative des autorités de supprimer le principal champion de l'opposition, c'est-à-dire que Ekrem İmamoğlu se prédestinait, était clairement perçu par tous comme étant le principal rival au président turc Recep Tayyip Erdoğan pour la prochaine élection présidentielle.
Son arrestation a donc évidemment créé un gigantesque scandale en Turquie, et donc des manifestations colossales vont être organisées à travers tout le pays, et évidemment dans les principaux centres urbains. Donc vous pouvez voir sur la carte que ce sont évidemment les plus grandes métropoles comme Istanbul, Izmir, Ankara, et notamment les villes situées à l'ouest de la Turquie qui sont les plus dans l'opposition, qui ont le plus manifesté. Les zones de peuplement kurde à l'est se sont montrées plus pondérées dans cette approche-là. Donc, des troubles sociaux majeurs, plus de 2000 manifestants ont été arrêtés. Pour autant, il n'y a pas eu de débordement véritablement notable. Il n'y a pas eu de manifestants tués par la police, il n'y a pas eu de saccage urbain, etc. Donc, on est surtout sur des affrontements entre policiers et manifestants qui évidemment posent un risque pour tout collaborateur ou voyageur qui se trouverait un peu par hasard ou par malchance en plein sur un cortège au moment où les troubles dégénèrent. Mais pour le coup, voilà, on n'est pas sur les manifestations de 2013, pour ceux qui s'en souviennent, à Gezi, qui avait vraiment dégénéré avec des morts, des saccages urbains, etc. Là, on est quand même sur des affrontements qui restent, comment dirais-je, turco-turcs et qui ne sont pas étendus aux personnes qui, pour le coup, elles, restent en dehors de ces manifestations-là. J'essaie d'aller vite pour après laisser le temps à Alexandre de parler du Congo et tout pour vous laisser le temps de poser vos questions. On va maintenant parler de la Syrie. La Syrie, qui est donc un sujet pour le moins complexe. Là aussi, pour faire simple, pour rappel, en décembre dernier, un groupe rebelle islamiste, le HTS, Hayat Tahrir al-Sham, le plus gros groupe rebelle soutenu par la Turquie, mène une offensive éclair qui renverse en quelques jours le régime de Bachar al-Assad. Donc, le 18 décembre, Bachar al-Assad s'enfuit et le HTS devient de facto la nouvelle puissance régnante en Syrie. Pour autant, est-ce que le HTS est le nouveau gouvernement syrien? C'est beaucoup plus complexe que ça, comme cette carte le montre. Il y a plusieurs zones sous contrôle différent en Syrie. Alors évidemment, l'essentiel de la Syrie, notamment de ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire le littoral syrien qui est le plus riche, le plus urbanisé, le plus fertile, etc., est sous contrôle du HTS. Les zones plus désertiques, mais également les plus pétrolifères et les plus gazières, à l'est, elles sont sous contrôle des forces démocratiques syriennes, qui sont en fait, pour faire simple, les Kurdes. Au nord, en rouge, vous avez les Turcs, qui ont mené des opérations en Syrie pour contrer les Kurdes. Donc là, il faut un peu se concentrer pour continuer à bien suivre. Et enfin, au sud-ouest, vous avez les Israéliens, qui ont profité du chaos sécuritaire, du flou local provoqué par le renversement de Bachar al-Assad, pour s'emparer en totalité du plateau du Golan, qui à la base appartient à la Syrie, pour s'emparer également des zones de déconfliction tenues par les forces de maintien de la paix de l'ONU, et également pour grappiller un peu de territoire syrien, dans l'idée de créer officiellement une zone de sécurité, une espèce de zone tampon qui permettrait de préserver le reste du territoire israélo-israélien, si je puis dire, de potentiels futurs adversaires. Et là, évidemment, Israël pense tout simplement au nouveau gouvernement, qui est un gouvernement islamiste sunnite, issu des rangs d'Al-Qaïda et qui est donc, par essence, dans son discours même, opposé à Israël. Concrètement, aujourd'hui, comment toutes ces factions s'articulent? La puissance régnante incontestable, c'est désormais le HTS, avec donc à sa tête Ahmed al-Shara, de son vrai nom, qui était autrefois connu sous son nom de guerre Al-Jolani. Les zones kurdes, les forces démocratiques syriennes, se sont engagées auprès du HTS, auprès des nouvelles autorités à Damas, à s'intégrer au nouveau pays. Il y a eu au début beaucoup de tensions, beaucoup de débats. Finalement, elles ont accepté de ne plus chercher à exister en tant qu'entité autonome, indépendante, mais vraiment à s'intégrer dans l'administration et dans l'armée syrienne, c'est un grand sujet, et donc à ne plus faire bande à part, si je puis dire. Les Turcs au nord, qui sont les grands alliés du HTS, ne devraient donc théoriquement plus avoir de raison de tenir ces territoires-là avec leur armée, ne devraient plus avoir de raison de mener des opérations militaires contre les Kurdes, et ils devraient donc, normalement, prochainement, remettre ces territoires-là à la Syrie. Israël, en revanche, c'est différent. Israël a fait savoir qu'il n'entendait pas se retirer. Damas a fait savoir qu'il les approuvait naturellement, mais qu'il n'était pas du tout en mesure de s'opposer à Israël, notamment parce que Israël, au moment de la chute de Bachar al-Assad, a mené une campagne aérienne extrêmement intensive pendant plusieurs jours, où ils ont en fait détruit toutes les installations militaires de l'armée syrienne, pour en fait empêcher
l'UHTS de disposer à nouveau d'une capacité militaire, d'une armée syrienne capable de nuire à Israël. Donc à l'heure actuelle, Damas se trouve un peu mains et poings liés. Est-ce que la situation, du coup, est devenue stable? Est-ce qu'on assiste à un fameux retour à la normale? Pour vous faire simple et vous épargner de longues discussions, la réponse est évidemment non. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il y a encore beaucoup de milices sur place qui opèrent et qui refusent de s'intégrer à l'armée syrienne. Il y a également des ethnies, des minorités ethno-religieuses qui refusent l'intégration à Damas, notamment parce que Damas leur en veut d'avoir collaboré avec Bachar al-Assad pendant de longues années. Donc il y a notamment évidemment les Alaouites dont était issu Bachar al-Assad, par exemple, qui sont dans le nord-ouest du pays et qui ont subi plusieurs jours d'exactions qui ont abouti à peu près à la mort de 2000 personnes il y a maintenant 2 mois de cela à peu près. Donc des milices djihadistes affiliées au HTS sont venus commettre des massacres de civils. Et en ce moment, la nouvelle problématique, c'est celle des Druzes, qui sont une autre minorité ethnique dans le sud de la Syrie, qui ont toujours eu un passé assez compliqué avec les groupes djihadistes, qui ont fait l'objet de beaucoup d'exactions et qui aujourd'hui refusent de se soumettre au HTS, et dans lesquels Israël a vu des alliés locaux idéaux. Et donc Israël et les Druzes ont, enfin en tout cas certaines tribus druzes, collaborent avec Israël, notamment dans les territoires tenus par Israël au sud, ce qui a donc motivé certaines exactions ces dernières semaines par l'armée syrienne dans les faubourgs de Damas où des communautés druzes existent. Et donc ces exactions montrent le fait que la sécurité sur place n'est pas du tout encore revenue à la normale, même s'il y a une stabilisation évidente. Et pour finir rapidement, les États-Unis, quid? C'est la grande question. Trump s'était retiré du nord de la Syrie en 2019. Il a fait savoir qu'à la moindre esclandre militaire sur place, à nouveau en Syrie, entre les Turcs, les Kurdes, etc., il ferait évacuer les troupes américaines pour qu'il n'y ait pas de morts américains. Et en même temps, les bases américaines permettent de sécuriser des gisements pétroliers auxquels Trump a admis particulièrement tenir. Donc pour le moment, l'agenda est un peu flou. Il y aurait des projets de faire partir les troupes syriennes, pour notamment faire un peu preuve de bonne volonté à l'égard du HTS. C'est une question qui est encore irrésolue pour le moment, mais qui devrait l'être, je pense, dans les mois à venir. Et je laisse donc maintenant la parole à Alexandre pour parler du Congo RDC. Merci beaucoup Michel. Donc effectivement, je vais tenter d'aborder le plus synthétiquement possible la situation en RDC et notamment dans l'est du pays qui est la zone qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons différents niveaux de risque sur l'ensemble de la RDC, mais nous avons un niveau de risque, une évaluation du niveau de risque comme étant extrême dans l'est de la RDC. Alors en réalité, ce niveau de risque extrême, il est malheureusement pas nouveau, parce que le territoire de l'est de la RDC et les régions qui s'y trouvent, notamment le nord, le sud Kivu, mais également la province de l'Ituri, se voit être le théâtre de conflits actifs depuis de très nombreuses années, depuis près de 3 décennies. Et c'est une situation infiniment complexe qui se déroule sur place, avec un enchevêtrement d'acteurs à différents échelons, que ce soit les échelons locaux avec la présence de centaines de groupes et de milices armées, des acteurs également nationaux avec les forces armées congolaises bien entendu, mais également régionaux. Je pense ici notamment au rôle actif du Rwanda, mais également de l'Ouganda dans la province de l'Ituri. Et c'est effectivement l'ensemble de ces acteurs avec des intérêts divers, très souvent mouvants et aussi parfois incertains, qui vont venir complexifier cette situation déjà difficilement lisible et vont venir s'affronter sur fond de rivalité ethnique, de rancœur politique, le tout dans un environnement où l'on note d'importants intérêts économiques et stratégiques avec la présence notamment de nombreux minerais. Parmi tous ces acteurs, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, qui a défrayé la chronique ces derniers mois, c'est notamment le M23. Donc le M23, c'est un groupe rebelle armé donc né au début des années 2010 et qui, après quelques années d'inactivité, a repris les armes fin 2021. Donc depuis la fin de l'année 2021, déjà dans le Nord Kivu, nous assistions à l'époque à une recrudescence des affrontements armés entre d'une part le M23 soutenu par le Rwanda, militairement, matériellement, voire humainement, et d'autre part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés respectifs. On pense notamment à des milices citoyennes d'autodéfense comme les Wazalendo. Nous pensons également à certains groupes paramilitaires, notamment européens, demain pourquoi pas américains, nous le verrons, et d'autres appuis internationaux.
Et au fur et à mesure de ces années, donc l'insécurité est montée dans la région jusqu'à aboutir à cette situation où finalement le M23 a réussi à occuper une partie de plus en plus conséquente du territoire du Nord Kivu, jusqu'à encercler, si ce n'est assiéger l'année dernière, finalement, la capitale de la province du Nord Kivu, à savoir Goma. Et c'est donc en janvier dernier que la ville est tombée aux mains des rebelles euh, et, euh, et à la suite de la déroute effectivement des forces armées congolaises et de leurs alliés, les rebelles du M23 ont pu, après s'être emparés de Goma, descendre vers le sud le long du lac Kivu pour atteindre la capitale de la province du Sud Kivu, à savoir Bukavu. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Vous pouvez voir effectivement sur la carte le territoire actuellement occupé par les rebelles du M23. Alors concrètement, quelle est la situation dans les deux principaux centres urbains qui nous intéressent, à savoir Goma et Bukavu? Alors il y a plusieurs grilles de lecture. La première qui est constituée par les affrontements armés entre le M23 et les forces armées congolaises. Sur ce volet-là, effectivement, les situations peuvent être considérées comme plus ou moins stabilisées au sein même des centres urbains, dans la mesure où les forces armées congolaises et leurs alliés ont déjà quitté la zone. En revanche, la situation sécuritaire y reste particulièrement dégradée, très difficile et même très préoccupante, dans la mesure où nous notons depuis la prise de pouvoir du M23 dans ces localités une montée significative, selon plusieurs rapports, d'une insécurité qui était déjà très importante à l'époque, qui aujourd'hui manifestement est devenue systémique, avec une multiplication des actes de pillage, de viol et de meurtre dans de nombreux quartiers de ces villes. Alors il y a plusieurs raisons qui vont expliquer cela. D'une part, une absence de sécurisation manifeste de certains quartiers de la ville par le M23, laissant le champ libre à certaines milices armées pour commettre ces méfaits, voire une participation active de certains membres du M23 dans des cas reportés, mais également les conséquences directes des affrontements qu'on a pu voir au mois de janvier, avec l'évasion massive de prisonniers de plusieurs centres pénitentiaires de la région. La situation est d'autant plus difficile au sein de ces deux centres urbains qu'en plus de cette criminalité rampante, on a également vu une aggravation de la situation économique. En effet, il y a plusieurs problématiques pour ces deux villes qui abritent tout de même plusieurs millions d'individus. La première sont des difficultés d'approvisionnement, dans la mesure où ces deux localités sont aujourd'hui isolées du reste du pays, de par des barrages routiers permettant d'accéder au centre urbain, mais aussi par l'inopérabilité de l'aéroport, notamment de Goma depuis janvier dernier. Et par ailleurs, ces problématiques d'approvisionnement sont empirées par une crise économique due à une absence de liquidité, dans la mesure où, depuis janvier dernier, les banques de la région sont fermées et sont déconnectées du système bancaire congolais à l'initiative de Kinshasa. Donc, on peut voir effectivement une forme de baisse de dynamique, je dirais, au sein de ces centres urbains. Alors que ce qu'on est en droit d'attendre à court et moyen terme? Alors pour ça, il faut s'intéresser un petit peu aux objectifs du M23. Et il y a effectivement deux grilles de lecture possibles. La première, c'est l'objectif politique. Effectivement, si le M23 aujourd'hui de facto occupe les principaux services de ces deux centres urbains, il est aujourd'hui question pour le groupe de s'imposer comme étant l'autorité politique légitime en intégrant des cadres du mouvement à des postes stratégiques, notamment dans les mairies, dans les chefs de quartier, etc., et dans les autres représentations de l'autorité étatique, notamment au sein des forces de police et des forces armées. Le second objectif est un petit peu plus difficile à lire. Il s'agit des objectifs territoriaux du M23. Effectivement, après la percée significative du groupe jusqu'à la mi-février de début d'année, on pouvait s'attendre effectivement à ce qu'ils poursuivent leur descente vers le sud jusqu'à prendre le centre urbain de Uvira, centre urbain stratégique du Sud Kivu, frontalier du Burundi. Pourtant, il n'en est rien. Et depuis quelques semaines, si ce n'est mois, les gains territoriaux du M23 sont assez limités, dans la mesure où il se mesure uniquement à des prises de localité d'importance relative, telles que des villages. Alors, effectivement, certains cadres du mouvement, on pense notamment à Corneille Nangaa, avaient évoqué le souhait de vouloir non seulement descendre jusqu'à Uvira, mais également rejoindre Kinshasa.
Alors en l'occurrence, cette volonté a été exprimée par le groupe. Dans les faits, ce n'est pas la démonstration qui est faite, et d'un point de vue purement logistique, en dépit des fortes capacités du groupe M23, qui, rappelons-le, est massivement soutenu par le Rwanda, il est clair que une marche jusqu'à atteindre Kinshasa, qui se trouve tout de même à 2600 km du Nord Kivu, apparaît comme un scénario peu crédible à court et moyen terme. Peu crédible également parce que plusieurs acteurs vont venir s'imbriquer dans ce jeu de puissance, notamment en s'imposant comme des médiateurs. Alors il y a plusieurs cercles de médiation actuellement en cours. L'Angola a brièvement tenté de s'imposer comme médiateur avec très peu de succès. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui occupe cette place et qui a organisé plusieurs cercles de négociation entre les acteurs. Alors si fin avril, effectivement, il y a eu une volonté mutuelle des acteurs de cesser les hostilités sur le terrain, on s'aperçoit effectivement que les résultats sur le terrain, justement, sont finalement assez timides et que les affrontements sporadiques se poursuivent le long des lignes de contact de présence du M23. Le second acteur qui commence à avoir effectivement une importance prépondérante, c'est Washington. Les États-Unis, effectivement, sont en train de mettre en place un second cercle de négociation entre la RDC et le Rwanda. Alors naturellement, l'organisation de ces négociations visant à accéder à un accord de paix, donc nous verrons l'évolution de ces discussions au cours des semaines et mois à venir, d'ici la 3e semaine de mai, voire début juin. Évidemment, cet effort diplomatique n'est pas totalement désintéressé, puisqu'il se fait sous couvert d'accords d'exploitation des minerais à la fois en RDC et au Rwanda, discussions qui interviennent d'ailleurs concomitamment au retour d'Eric Prince, le fameux fondateur de Blackwater, dans le pays en RDC, et qui manifestement aurait obtenu un certain contrat de sécurisation d'exploitation minière dans le Katanga, une région au sud de la RDC également riche en minerais. Donc, au vu de cette situation effectivement peu envieuse, nous avons émis un certain nombre de recommandations qui sont particulièrement restrictives. Ces recommandations restrictives, elles sont dues non seulement effectivement aux événements qui se sont déroulés au cours des derniers mois, mais également à la suite d'un déplacement que nous avons effectué sur place, alors non seulement à Kinshasa et Lubumbashi, mais également en nous rendant à Goma et Bukavu, avec plusieurs objectifs: revoir notre évaluation sécuritaire, revoir la cartographie également des villes, mais surtout renforcer notre réseau de partenaires et nos capacités opérationnelles sur place, ainsi que revoir l'ensemble de nos plans d'urgence et d'évacuation. Alors, ces plans d'urgence et d'évacuation ont pu être mis à profit assez rapidement à la suite de la crise de janvier dernier. Je me permets, où nous avons pu effectivement mener un certain nombre d'opérations d'évacuation, notamment terrestres depuis Goma et Bukavu vers le Rwanda et le Burundi, mais également par l'affrètement de charters privés dans des localités plus reculées dans le Nord Kivu, telles que Beni. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, nos recommandations, quelles sont-elles? Nous recommandons nécessairement de différer tous les déplacements entrants sur place au vu des éléments que nous avons abordés. Et pour le personnel effectivement étant sur place, notre principale recommandation consiste toujours à évacuer le personnel. Pour les organisations souhaitant maintenir du personnel sur place, nous sommes à date toujours en capacité d'organiser un certain nombre de services, et notamment de vous soutenir dans la planification de vos plans de contingence et de vos plans d'évacuation, car ces derniers devront effectivement être assez robustes. Donc nécessairement, pour le personnel présent à Goma, la principale porte de sortie serait une sortie vers Gisenyi au Rwanda par voie terrestre, l'aéroport demeurant toujours inopérationnel. Et depuis Bukavu, on se dirigerait naturellement vers Cyangugu, également au Rwanda. Je tiens également à rappeler, puisque nous parlons effectivement de phase préparatoire et de soutien préalable à une gestion de crise, que nos équipes
garde effectivement un œil avisé sur les potentielles crises à venir et que c'est dans une démarche effectivement identique en vue de l'élection présidentielle ivoirienne que BA se rendra d'ailleurs également en Côte d'Ivoire le mois prochain. Donc si vous avez effectivement des interrogations notamment d'ordre opérationnel sur nos capacités de soutien, que ce soit en RDC, mais également dans les mois à venir en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à faire appel à nos équipes. Parfait. Voilà, donc ça. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il nous reste 5 minutes pour des questions. Ouais. Michel, je crois qu'il y en a une pour toi. Absolument, il y en a même plusieurs. Donc, il faut que j'en prenne une malheureusement, et à laquelle je répondrai en 1 minute top chrono. Le PKK, très bonne question, effectivement. Hier, le chrono, hier, donc, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est donc un mouvement révolutionnaire kurde, classé comme terroriste par la Turquie, évidemment, l'Union européenne et les États-Unis notamment, a annoncé sa dissolution. Donc, le PKK, c'est quoi? C'est plus de 40 ans de guerre avec la Turquie, c'est plus de 40 000 morts des deux côtés, civils comme combattants. Pourquoi une dissolution? Parce que le leader et fondateur du mouvement qui est actuellement emprisonné, Abdullah Öcalan, avait demandé à son mouvement en février dernier de se dissoudre. Alors la question c'est est-ce que le PKK va-t-il réellement cesser ses opérations? Pour moi la réponse est non. Une partie évidemment du PKK va se dissoudre et respecter l'appel à se dissoudre et déposer les armes du fondateur. Du reste, le PKK c'est une organisation gigantesque, plus ancienne qu'Al-Qaïda. C'est plusieurs milliers de membres qui se trouvent en Turquie, en Irak, en Syrie, en Iran. C'est une organisation colossale qui brasse des millions de dollars chaque année, qui touche au centre de trafic d'armes, de drogue. Voilà, on ne dissout pas un empire pareil aussi facilement. Donc il y a à craindre que des unités pékakistes décident de continuer le combat malgré tout, de continuer leurs activités malgré tout, en dépit du fait que d'autres, elles, déposeront les armes. Mais donc, ça, les prochains mois permettront de le voir. Mais déjà, lorsque Öcalan avait appelé à cesser le combat, le PKK officiellement avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral avec la Turquie fin février dernier. Et on avait vu déjà pour autant que plusieurs centaines d'affrontements avaient été recensés depuis, entre février et aujourd'hui, dans le nord de l'Irak notamment. Donc on voit bien que même avec un appel officiel général à cessez-le-feu, il n'y a pas eu de réel cessez-le-feu. Donc pour l'instant, il faut rester attentif et observer de près la situation. Merci Michel. Il y a aussi une question sur un travel ban 2.0 vers les États-Unis. Donc effectivement, souvenez-vous, pendant la première administration Trump, un travel ban avait été mis en place et puis ensuite annulé à l'arrivée de Joe Biden. Effectivement, il y aurait des discussions, des documents qui circuleraient sur la mise en place d'un travel ban, en tout cas des restrictions de voyage renforcées, voire très renforcées, à l'égard d'une quarantaine de pays. Donc, je parle vraiment au conditionnel parce que ce sont des documents qui ont été rapportés par certains grands médias américains, mais qui, à ce stade, a été plutôt mis, on va dire, en stand-by parce qu'il y a aussi de nombreux autres sujets sur la table. Mais en tout cas, ces premières informations faisaient état d'une catégorisation de pays par code couleur. Donc, en fait, une catégorie rouge où les pays dont les ressortissants seraient totalement interdits d'entrée, donc ce qui inclut des pays comme l'Iran, Cuba, l'Afghanistan, la Corée du Nord par exemple. Une autre catégorie dite orange avec une dizaine de pays où les visas seraient fortement restreints pour les ressortissants donc, de ces pays-là. Et puis enfin une catégorie jaune où les ressortissants de plusieurs dizaines de pays seraient soumis en amont à une série de questions qui donc détermineraient ensuite l'obtention ou non d'un visa. Donc encore une fois, un sujet à suivre de près. C'est vrai que depuis mi-mars, on n'a plus trop entendu parler. Pas dire que c'est totalement aux oubliettes, mais pour l'heure, voilà, ce n'est pas tout à fait d'actualité. Et alors, est-ce qu'on a effectivement, une dernière question? Si on a le temps pour une dernière question, il y en a une qui peut être traitée assez facilement, qui concerne les conséquences sécuritaires sur Kinshasa des événements qui se déroulent actuellement
dans l'est du pays. En l'occurrence, elles sont assez limitées. Du moins, les directs sont assez limités. On a pu identifier deux craintes initialement, notamment au début d'année, qui était l'émergence de mouvements sociaux à Kinshasa, également évidemment une déstabilisation politique du pouvoir de Tshisekedi. Pour autant, et bien sûr, même si on ne nie pas nécessairement la possibilité de voir se préparer un coup d'État, qui est toujours un risque dans certains pays en fonction de la stabilité du pouvoir, on n'a pas identifié de conséquences sécuritaires directes au sein de la capitale. Pour autant, il faut quand même rappeler qu'un déplacement à Kinshasa, même s'il peut se faire dans des conditions de sécurité relativement classiques, n'est pas exempt de risques. C'est une destination qu'on évalue toujours comme étant un risque modéré. Et il y a certains risques, notamment au niveau de la criminalité, qui nécessitent une prise en compte de la part des voyageurs. Je pense notamment à la présence de chéliers dans les quartiers de la ville, y compris dans le quartier de la Gombe, qui pourtant est très sécurisé, et la présence également de gangs dans le district sud de la ville, qu'il faut traverser pour rejoindre l'aéroport international depuis le quartier sécurisé de la Gombe. Et si on s'éloigne même un petit peu de Kinshasa ville et qu'on se dirige un petit peu dans Kinshasa rural, il y a également une menace dont on parle finalement assez peu, quoique de plus en plus, et qui est la présence à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la capitale de milices armées, les milices Mombondo, qui commettent de plus en plus d'exactions et d'actes criminels, encore une fois, à un peu plus d'une centaine de kilomètres à la sortie de Kinshasa, ce qui reste un point d'attention particulier pour les organisations qui souhaiteraient rayonner depuis Kinshasa dans les alentours de la capitale. Voilà, on a fait le tour de nos différents sujets et puis surtout essayer de répondre à un maximum de questions dans le très peu de temps qui nous reste. Jennifer, on te rend la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette présentation assez complète. Pour les questions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées, vous recevrez des réponses personnalisées par email. Nous allons maintenant clôturer la session. Un très très court questionnaire de satisfaction apparaîtra sur votre écran et on vous demande de vraiment prendre max 30 secondes pour y répondre. Votre avis est important et nous permet d'améliorer la qualité des contenus qu'on vous propose. À toutes les personnes qui ont posé la question, oui, vous recevrez l'enregistrement ainsi que la présentation très prochainement. Merci à Michel, merci Béatrix et merci Alexandre pour cette présentation. Et merci à tous pour votre participation. Très belle journée. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.